Aujourd'hui, dans Passion Foot, j'ai changé ma place. Bonne émission. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! He's doing it! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle émission de Passion Fond, toujours avec Brieux bien évidemment. Comment tu vas aujourd'hui, Brieux? Bah super, comment samedi. Petite semaine de Ligue des Champions, ça y est, la plus grande compétition d'Europe et de retour, voire même du monde pour certaines personnes, avec beaucoup de matchs, beaucoup de clubs français qui nous ont fait rêver, hein, vraiment, c'est le terme qu'on peut utiliser. Voilà, beaucoup de matchs. Que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League, on a fait une petite vidéo la semaine dernière pour vous expliquer un peu nos avis qu'on avait sur les groupes de cette Ligue des Champions. Aujourd'hui, on va se concentrer sur nos clubs français. Est-ce que la France est encore un grand d'Europe? C'est une question que beaucoup de gens se sont posées. Je pense quand même qu'il faut quand même canaliser un peu les choses. Avant de commencer, Brieux, petit avis sur cette semaine des clubs français en Ligue des Champions qui est quand même dramatique. Ah ouais, c'est dramatique. Voilà, en Ligue des Champions, 0 victoire, un seul point pris. Et j'ai vu une stat qui disait comme quoi c'était le pire démarrage des clubs français tout simplement depuis je crois 2004-2005 si je ne me trompe pas. Il n'y a eu que 5 fois des résultats comme ça pour des clubs français, donc c'est ignoble, on va pas se mentir. Surtout qu'il y avait de la place pour faire mieux, quoi. C'est ce que j'avais envie de dire, c'est que à part le Paris Saint-Germain qui a joué le plus gros adversaire de son groupe, Rennes et Marseille, on va en discuter un petit peu après, ont joué quand même les équipes qui sont censées être les moins fortes de leur groupe, et il y a un nul pour Rennes, on va pas discuter, et une défaite pour Marseille. C'est très inquiétant pour la suite, non? C'est très inquiétant. Oui, non, Pour Rennes, j'ai envie de canaliser un petit peu parce que dans le contenu, ça va. Mais pour Marseille, en tout cas, je trouve que quand tu te lances dans une compétition, tu as la chance de commencer par l'adversaire le plus faible et de te mettre en confiance. Pas gagner ces matchs-là ou même faire match nul au vu de la physionomie du match, c'est quand même dommage et tu pars vraiment d'un très mauvais pied. Ah bah, c'est compliqué pour Marseille, hein, on l'a vu, dans le jeu il n'y avait rien. D'ailleurs Villas-Boas s'est fait démonter dans les médias français notamment. Oui, c'est très compliqué. Est-ce que c'est une surprise? Voilà, moi je connaissais pas trop le niveau de l'Olympiakos. Est-ce que ce match-là m'en dit plus? Pas trop non plus. Mais c'est compliqué. C'est vrai que quand tu joues l'adversaire le plus abordable dans un groupe qui est pas non plus hyper relevé, mais où tu te dis normalement, t'es l'OM. On en avait parlé la semaine dernière. Tu dois vouloir et devoir. Ton ambition sur un match comme ça, c'est de repartir avec les 3 points. Et bah tu repars les mains dans les poches. Donc c'est compliqué de commencer une compétition comme ça. On va voir ce qui va se passer dans la suite de cette compétition pour Marseille, mais ça s'annonce tendu, quoi. On va tout de suite en parler de l'Olympique de Marseille vu qu'on est parti. Défaite du coup 1-0 sur un but à la dernière minute, sur une passe décisive. Ce qu'on retient le plus, c'est Mathieu Valbuena. Match étincelant de Mathieu Valbuena. Il aurait sa place tous les jours actuellement à l'Olympique de Marseille. Hein. Oui. Et on va d'abord, on va pas trop parler de l'Olympiakos parce que, comme tu l'as dit, ce match nous apprend pas tellement plus sur l'Olympiakos à part que c'est une équipe de Ligue des Champions. Et que voilà, quand tu es en Ligue des Champions, c'est que tu as quand même un certain niveau et que voilà, tu es dans la meilleure compétition européenne, donc tu es forcément un très grand club. Pour ce qui est de l'Olympique de Marseille, j'aimerais qu'on parle de Dimitri Payet, qui depuis le Classico, en fait, hein, ne montre rien. Depuis le début de la saison, c'est compliqué, même le Classico, et c'est pas un grand match de Payet. Hein. Ouais, mais il apportait déjà, il était un petit peu décisif, il faisait 2-3 passes, il apportait quelque chose dans le jeu. Là, je trouve qu'il n'apporte même plus, il n'apporte rien en fait. Depuis ça. Et d'ailleurs, au moment où on tourne, on est le 24 octobre, il y a eu Lorient-Marseille qui joue. Dimitri Payet a été mis sur le banc. Preuve aussi que Villas-Boas, ça y est, a peut-être compris que Dimitri Payet, fallait peut-être on va dire un peu le chauffer et lui dire que c'était. Fallait arrêter. Faut le dire qu'au bout d'un moment, voilà, t'es Dimitri Payet, t'es censé être le joueur phare du club, le joueur emblème, la tête d'affiche du club. Et finalement, depuis le début de la saison, c'est tout l'inverse. Payet montre pas du tout l'exemple, on le voit sur son l'état physique qui est scandaleux pour un joueur de cette envergure-là, pour un professionnel d'ailleurs, tout simplement. Normalement, n'importe quel joueur est dans un état physique comme ça,
Un joueur professionnel, je parle bien sûr. Enfin, c'est même- scandaleux, même- c'est scandaleux. Même nous, on a. Voilà, on a exactement. un- J'ai actuellement un meilleur cardio Oui, c'est ça. que Dimitri Payet, palmarès. Oh, nice. Mais C'est non, mais toujours voilà, compliqué. c'est compliqué, c'est pas normal du tout. Très bon choix selon moi de Villas-Boas de lui dire ok, t'es peut-être voilà, le joueur phare du club, etc., vice-capitaine, etc. Mais si tu fais pas tes matchs, il n'y a pas de raison. Comme les autres, tu vas faire banquette. Et au bout d'un moment, voilà, faut lui dire au garçon, nous on n'a pas besoin de soi. On a recruté des joueurs qui ont un bon niveau, qui ont affiché des bonnes choses depuis le recrutement. Je pense à Cuisance notamment. Lucien Riquet aussi qui a Il a fait une bonne rentrée, je trouve qu'il a fait vraiment une bonne rentrée. Et puis surtout, là, cette saison par rapport à l'an dernier, c'est que tu as Thauvin, lui, il n'a pas le temps de Payet. Thauvin, il est décisif, je crois qu'il est décisif sur les 8 des 11 derniers buts de l'Olympique de Marseille. Il est encore décisif ce week-end. Voilà, Vraiment. voilà Décisif. Thauvin dépendance à Marseille, entre guillemets un peu, et Payet, voilà, ça lui fait bizarre et il va falloir qu'il se bouge le gros. Il a eu 3 dans. Oula Il a eu 3 dans l'équipe d'ailleurs, Dimitri Payet, pour ce petit match contre l'Olympiakos. Match très compliqué, vraiment, enfin moi je m'attendais pas du tout à un match comme ça. Je pouvais voir Marseille perdre parce qu'avec Marseille on est tout le temps étonné de ce qui se passe quand même dans ce club, mais pas avec cette physionomie de match là. Je pensais que Marseille, pour un retour en Ligue des Champions, même si t'es pas chez toi et qu'il n'y a pas de supporters et que t'as pas cette atmosphère Ligue des Champions, bah t'as envie de t'imposer. T'as envie de montrer que voilà, t'es de retour et que tu viens pas pour encore faire 0 points. Si ça continue comme ça, là les prochains matchs, c'est cette semaine contre Manchester City, déjà ça va être très intéressant à voir. Et je pense bizarrement que l'OM voudra et aura la possibilité de faire mieux que ce qu'ils ont proposé contre l'Olympiakos. Peut-être que contre l'Olympiakos, ils arrivaient un peu dans cette optique de dire bah on est tranquille, voilà, c'est la reprise, c'est l'Olympiakos. Et je pense que contre City, tu vas avoir cette envie de montrer plus. Est-ce que ça sera suffisant ? Je pense pas. Mais si tu montes déjà quelque chose dans le jeu, ça sera déjà une avancée par rapport à ce match-là. Ouais, c'est vrai que je pense par rapport à l'Olympiakos, ils se sont dit, même si on fait un match moyen, on peut s'en sortir avec 3 points. Ils les ont pris à la légère totalement, comme j'ai envie de dire, je fais un comparatif assez rapide, comme quand Marseille joue contre des Brest, des choses comme ça. Il y a des moments, ça passe pas du tout contre des Nîmes, notamment j'ai le souvenir d'il y a 2 ans, ils se déplaçaient au Costières, ils se sont fait balayer tout simplement. L'année de la promotion de Nîmes. Alors que par exemple contre le PSG, à chaque fois c'est le meilleur match de l'année de l'OM en Ligue 1 parce que l'OM se dit voilà c'est le PSG, il faut qu'on monte notre meilleur niveau, notre meilleur visage. Et ils font chier le PSG jusqu'à gagner le dernier match par exemple. Donc voilà, il faut que l'OM se mette dans cette situation-là à chaque match de Ligue des Champions, à chaque match tout court ce serait génial, mais au moins à chaque match de Ligue des Champions parce que sinon ils vont se faire balayer 0 points. Comme leur dernière aventure en Ligue des Champions. C'est pour ça que moi je pense qu'ils auront peut-être quelque chose de plus à montrer contre Manchester City pour toutes les raisons que tu as dit, que ce soit contre Lyon, contre le PSG. Bah voilà, l'OM a toujours réussi à surpasser dès qu'ils étaient un peu dans l'adversité et que l'adversaire était plus fort. Ils aiment pas être favoris en fait. Ils aiment pas être favoris dans leur match, ils préfèrent ne pas avoir la pression sur eux, être tranquilles dans leur bulle. Peut-être que Manchester City, s'ils peuvent faire comme avait fait l'OL l'année dernière ou il y a 2 ans, ça sera bénéfique pour eux. Manchester City, ça se joue mardi si je me trompe pas. Ça joue mardi soir à 21h à Marseille. Et le retour de la Ligue des Champions à Marseille, sans public, bien évidemment. Mais voilà. Et ça fait une belle transition Manchester pour aller du côté juste de avant, United. Petit truc, l'OM est sur 10 défaites de suite en Ligue des Champions. C'est la 3e plus longue série de défaites dans l'histoire de la Ligue des Champions. Je crois qu'ils sont à 2 défaites d'Anderlecht qui est à 12 défaites. On croit en vous les gars, il s'agirait quand même de pas encore empirer la situation. Au point où on en est les gars, de plus, au moins un nul. ça fait un record, au moins un nul. Non, moi je suis pour le record, à fond derrière l'OM et derrière City et Porto du coup. D'ailleurs City qui a battu le FC Porto 3-1. Transition Manchester United, Paris Saint-Germain. Je vais te laisser commencer là-dessus avant que moi je m'exprime. Je vais te laisser parler de ce match-là. Qu'est-ce que t'en as pensé toi du PSG Manchester United qui était l'adversaire le plus coriace du Paris Saint-Germain dans ce groupe-là? Un peu à l'image de l'OM, le PSG a montré pas grand-chose. Certes, il y avait des absents. Certes, il y avait des joueurs qui sortaient de sélection un peu. Sortaient en boîte. Oui aussi. Avec des grosses garros. Mais pas mal de blessures, beaucoup d'absents, et c'est ça, Verratti, à gauche toujours ce problème de Bernat qui s'est fait les croisés, à droite c'était compliqué Florenzi sur ce match-là, en défense centrale pas Marquinhos, au milieu, moi ce milieu Gay, Danilo, Herrera, Danilo c'est le seul joueur que j'aime bien voir sur une compo du PSG,
Gay, tu sais que ça n'a pas été un bon match que tu vas passer. Sorti à la mi-temps sur blessure. Voilà, Gay, c'est pas une mauvaise nouvelle pour le PSG. Herrera, moi j'ai jamais été un grand fan de ce joueur-là au PSG. À Manchester, j'ai des super souvenirs de lui il y a 5-6 ans maintenant. Mais non, mais c'est compliqué quand t'as un milieu comme ça de vouloir proposer quelque chose de bien au PSG, je trouve. Mbappé en 9, je suis pas du tout fan. Voilà, sinon c'était un beau match. non, après même Manchester, moi j'ai adoré le match de Wan-Bissaka. J'ai trouvé vraiment trop fort, très très bon. Et sinon Rashford au parc, voilà, comme d'hab. Bruno qui sort pas son meilleur match mais qui est décisif. Qui fait son taf. Pogba qui fait du bien quand il rentre, voilà, Manchester. Derrea qui fait un bon match. Derrea et même Navas qui font de bons matchs, donc voilà. À toi. Cadeau. Voilà. Match catastrophique du Paris Saint-Germain dans tous les points, il n'y a pas un joueur qui donne satisfaction sur ce match-là, je trouve. En deuxième. Navas. Ouais, il y a Navas. Sinon c'est dramatique. Je pense que Tuchel fait tout pour se faire virer. Je comprends pas ses choix, je comprends pas sa tactique. Je comprends pas ce mec. J'ai vraiment l'impression que, je sais pas, il y a un problème qui est bien plus profond et que les joueurs, ça y est, ont lâché, savent que Tuchel est là pour saboter le club et voilà. Alors, j'abuse peut-être un peu, mais putain, le seul but que tu mets, c'est un contre son camp. Il n'y a pas un joueur du PSG sur la feuille de match qui a mis un but, quoi. Mbappé, ça fait 6 matchs, il a pas mis un but en Ligue des Champions. C'est incroyable. Enfin, Neymar, c'est limite le mec que j'ai un peu envie de mettre en avant parce que tu sens qu'il a envie de proposer, mais qu'il a pas les mecs pour. En même temps, comme tu l'as dit, avec un milieu de terrain comme celui-là, qu'est-ce que tu peux proposer ? Il y a eu la rentrée de Moïse Kean à la mi-temps à la place de Gay pour changer de dispositif, pour passer en 4-4-2, même pas. Enfin, Mbappé était. Et en fait, à partir de la mi-temps, il n'y avait plus de positionnement, j'avais l'impression. Il y avait Kean qui était devant, et Di Maria, Mbappé et Neymar. D'ailleurs, Di Maria, disaster class. Enfin, c'était scandaleux. Et les mecs, ils tournaient autour sans réellement avoir positionnement. C'était affreux, et je trouve que tu t'en sors bien avec un 2-1 qui d'ailleurs aurait pu, selon moi, mais ça c'est personnel, sur le penalty, la règle est la règle, mais c'est une règle de merde, je pense. Qu'est-ce que t'en penses toi Pour moi il y a penalty. Oui, non, il y a penalty, mais est-ce qu'il est retiré? Parce qu'on rappelle que c'est Navas qui est franchement, qui a son talon qui dépasse de la ligne, et du coup penalty retiré. La règle est la règle est là. Moi ce que je trouve dingue en fait c'est. Mais est-ce que cette règle est vraiment légitime, et est-ce que c'est pas une règle de merde? Il y a eu des pénaltys qui n'ont pas été retirés, alors que le gardien avait réussi à arrêter un pénalty en étant plus avancé encore. Ouais. En fait ce que je trouve dingue c'est que c'est un peu à l'appréciation de l'arbitre, t'as l'impression que s'il veut te faire chier le gardien, il va te faire chier le gardien. Et moi ce que je trouve problématique dans cette règle là, c'est que le gardien ne se concentre plus sur le ballon, mais sur le fait d'être sur la ligne ou pas, quoi. Autant le laisser rentrer tout seul. Le gardien il se dit, il a trop de pression par rapport au fait d'être resté sur la ligne plutôt que d'arrêter le ballon. Donc au bout d'un moment, quand tu as une règle comme ça, je veux bien que faut pas que ce soit exagéré et que le gardien il prenne 3 mètres d'avance. Oui, non, mais abusé, oui, bien sûr. mais pour moi il faut qu'il y ait c'est compliqué. Et puis dans ce cas-là, à ce moment-là, tous les pénaltys sont retirés, parce que si on prend le règlement, donc il y a cette règle du gardien qui est en face de la ligne qui est là, donc l'arbitre a appliqué la règle en soi. On n'en veut pas à l'arbitre, on en veut à la règle en général. Mais dans ce cas-là, il y a aussi la règle des joueurs qui rentrent dans la surface avant de tirer un penalty. Et si tu appliques cette règle aussi, c'est un exemple, ça s'est pas passé là, mais je suis quasiment sûr qu'au moment où Bruno Fernandes tire, il y a au moins un joueur qui est dans la surface. Ne serait-ce que de ça, mais dans ce cas-là, tu vois, Mais dans ce cas, en fait, pour moi, ces deux règles-là, c'est des règles. C'est en lien avec la VAR. Généralement, quand le mec marque, ils en ont rien à foutre s'il y a un joueur dans la surface, quoi. Alors, quand le mec marque pas, là, ils sont en train de regarder pour voir. C'est pareil avec le gardien qui est sur la ligne ou pas, quoi. Voilà, mais c'est pas pour parler là du match en lui-même, c'est pour parler de la règle en général qui, moi, me dérange depuis. Mais que ça soit avec le Paris Saint-Germain, avec l'Olympique de Marseille, avec Lyon, avec Manchester, avec qui vous voulez, cette règle est nulle et ne sert à rien et tue l'esprit du football, je trouve. Donc voilà, mais ça n'enlève rien à la disaster class du Paris Saint-Germain et la masterclass de Manchester United, que moi, Rashford a plus de buts mémorables au Parc des Princes en Ligue des Champions. Autant de buts que Kylian Mbappé au parc depuis 2 ans, je crois. C'est ça. Scandale. En Ligue des Champions, voilà. En Ligue des Champions, en Ligue des Champions, parce que quand c'est contre Dijon, là, il y a un match. Brest, ça y va. Là, il y a un match. Là, il y a des quadruplés qui partent et des conneries comme ça. Mais quand il faut montrer un petit peu les crocs,
Kylian Mbappé n'est pas là et comme a dit Brio, il faut arrêter de le faire jouer neuf. Il n'a pas du tout la carrure pour jouer neuf. En tout cas, aujourd'hui, encore une fois, on parle aujourd'hui en 2020. Fin octobre 2020, Mbappé n'est pas du tout un neuf qui s'est joué tout seul en neuf en tout cas. Quand il est accompagné, que ce soit par Icardi ou n'importe qui, moi j'adore, mais neuf tout seul, c'est ciao. Quand tu as des joueurs comme ça sur les côtés et des joueurs avec tant de talent, il faut ce point d'appui devant qui est un peu cette tour de contrôle, comme on a par exemple en équipe de France avec Olivier Giroud, Mbappé et Griezmann, là ils s'amusent, même Coman ou Martial ou d'autres mecs. En fait, il faut un joueur qui puisse être en capacité de créer des espaces dont Mbappé va pouvoir profiter. C'est ce que fait très bien Icardi quand il y a Icardi avec Mbappé. Souvent on critique beaucoup Icardi parce qu'il est transparent, etc. Mais c'est parce qu'il crée des espaces pour les autres. Donc voilà, faut arrêter. Faut tempérer. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du Paris Saint-Germain. On espère qu'ils se reprendront quand même contre Istanbul mercredi à 19h. Dans le même temps, Istanbul qui s'est fait. Qui a perdu 2-0. Qui a perdu contre Leipzig. Avec un super match de Angelino. Doublé. Qui était dans une position un peu bizarre. J'ai pas réussi à comprendre s'il était vraiment ailier, latéral, etc. Mais incroyable. Il a failli mettre un triplé d'ailleurs. Je crois qu'il fait un poteau ou une balle qui passe juste à côté. Il marque 2 beaux buts. Enfin, Leipzig, ça joue quoi, comme d'hab. Nagelsmann, c'est solide. Et du coup, Leipzig qui prend la tête de ce groupe à la différence de but devant Manchester United, avec le Paris Saint-Germain 3e et Istanbul qui est dernier de ce groupe. Autre match que personnellement j'ai pas trop regardé mais j'ai suivi sur le côté, Rennes Krasnodar, un partout, dommage. C'est le mot que t'en retires, c'est dommage parce que vraie prestation des Rennais. Ça méritait mieux quoi. Vrai match. Et tu te fais punir sur, j'ai pas envie de dire de la merde, mais sur une erreur. J'ai plus en souvenir ce qui est le but de Krasnodar. Alors le but de Krasnodar, c'est juste une action typique. On va vous la retrouver juste là. Mais en tout cas, c'était un match qui était quand même très serré, où Rennes a réussi quand même à se mettre vraiment en avant, à créer du jeu, et qui vraiment essaye de prouver quelque chose. Et pour moi, c'est l'équipe qui, en tout cas, toute cette phase de Ligue des Champions, m'a le plus impressionné comme club français, en même temps parce que les autres c'était dégueulasse, que dans la manière de faire. Rennes ça a joué. Et dans l'envie. Ça a vraiment montré quelque chose. C'est dommage que ça aille pas au bout, qu'il n'y ait pas ces 3 points là, parce qu'en plus à côté t'as Chelsea-Séville qui fait 0-0, tu peux prendre la tête de ce groupe, c'est quand même très bien. Tu peux dire que t'as été premier dans ce groupe là à un moment. C'est dommage que ça arrive là. Il manque cette expérience, ce petit truc pour que Rennes vraiment gagne ce genre de match. Et je pense qu'ils peuvent refaire ce genre de match contre Chelsea et contre Séville. Mais en tout cas c'est dommage. C'est dommage parce que ça méritait bien mieux. Ça méritait bien mieux et comme tu l'as dit, s'ils gagnent là contre Krasnodar, ça les met super bien parce qu'ils sont premiers devant Chelsea et Séville qui ont fait un 0 point et qu'on fait un point eux aussi. Donc ça aurait été une super opportunité pour Rennes. Ça s'est pas fait, voilà, faut passer à autre chose. Faut voir le prochain match, je crois qu'ils jouent Séville. Le prochain match c'est Séville, ouais. Donc faut voir ce que ça donne, mais très bonne surprise. Enfin surprise oui et non parce que Rennes ça a toujours joué cette année, même depuis l'année dernière et depuis Julien Stéphan finalement. Donc voilà, c'est bien, bravo Rennes, belle entrée en matière dans la compétition, ça aurait mérité mieux. La suite au prochain rendez-vous quoi. Au prochain épisode. Voilà, c'est ça. On va dire que Rennes pour l'instant est toujours à égalité, deuxième de ce groupe, mais bon, ça veut pas dire grand chose vu que tout le monde a un point. Petit point sur les autres scores. Bruges a battu le Saint-Pétersbourg 2-1. La Lazio a étrillé le Borussia Dortmund 3-1 avec un but de Akpa Akpro. Et on embrasse le petit Footix pour ça. Moment mémorable sur la chaîne du petit Footix, faut aller voir ça dans le débrief du match du Paris Saint-Germain. La Juve a battu le Dynamo Kiev 2-0 sur un doublé de Morata et Barcelone a étrillé Ferencváros. Enfin, ils ont étrié en tout cas. Voilà, avec un but de Messi, Fati, Coutinho. Même Dembélé qui fait une belle rentrée, un but d'une passe D. Chapeau. C'est ça. On a fait le tour un peu de cette Ligue des Champions, on va regarder quand même les résultats de mercredi, j'ai oublié de les dire. Ouais. Salzbourg qui fait 2-2 contre le Lokomotiv Moscou, le Bayern Munich. Bayern en balade. Qui est en passe 4 à Atlético, but de Coman. Très gros match de Coman. Et Coman. Suarez a pris 12 buts en 2 mois par... Le Real, grosse surprise, le Real qui se fait sauter par... Enfin, qui se fait sauter. Qui se fait sauter par le Shakhtar Donetsk qui prenait 3-0 à la mi-temps. Qui sont revenus à 2-2, but refusé par Valverde à la toute dernière minute. L'Inter Milan qui a eu très chaud contre le Borussia Mönchengladbach, ils menaient 1-0, ils sont menés 2-1 et but de Lukaku à la 90e. Et Bergame qui a battu Midtjylland 4-0 et Liverpool sur un but contre Tagliafico. Liverpool inquiétant sur ce match-là, franchement j'ai trouvé ça un petit peu, j'ai regardé le résumé, c'était pas
C'était pas flambant neuf. Pas du grand Liverpool. Voilà un petit peu pour ce qui était de la Ligue des Champions. On va s'intéresser maintenant à la compétition Notre compétition préférée. Une compétition qu'on aime, qui sent vraiment le football champêtre, qui sent la Sunday League, l'Europa League, avec encore une fois une masterclass de notre club favori, l'OGC Nice. 6-2. Déçu, moi, très fin déçu, du premier set, 6-2. Le Borussia Mönchengladbach qui a fait qu'une bouchée. Bayern Nice. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit moi? Borussia Pas du tout. Je suis fatigué. Le Bayern Leverkusen du coup qui a littéralement imposé sa loi contre Nice. 6-2. Il y avait 2-1 à la mi-temps. Amine Gouiri qui à la 31e minute remet un petit peu tout en place. Et puis à partir du troisième but, du but de Moussa Diaby, ça déroule, ça finit en 6-1. Incroyable, et Claude Maurice qui met le deuxième but. Sur une très grosse erreur d'ailleurs, but de Moussa Diaby, une grosse erreur de Schneiderlin. Je sais pas, on doit pas lui parler je pense, mais c'est déjà la relance, tu sens que c'est moyen. Et tu vois ça, tu fais ah ouais, c'est con. Même Moussa Diaby, il comprend pas ce qui se passe quoi. Il marque, il est là en mode bon bah j'ai marqué, mais y a rien, c'est bon, ça joue. On va tempérer un petit peu parce que la première mi-temps de Nice est quand même très belle. Honnêtement, la première mi-temps, il se donne, il se propose quelque chose d'assez intéressant. Et à 2-1 à la mi-temps, tu te dis il y a peut-être moyen. Il y a vraiment moyen d'aller chercher un point, même d'aller les faire chier et tout. Et à part de ce troisième but, t'as l'impression que cette équipe elle a fait vas-y, tu sais quoi. Incroyable. Et après, c'est un peu des buts sur du coup du sort. Hein. Le premier but ou le deuxième but de Bellarabi. Je crois que le premier, c'est une belle frappe. Où t'as une balle contrée. Benitez est masqué. Et le deuxième, c'est voilà. La chatte, comme dirait Benoît Paire. C'est une mais moi, balle contrée. Moi, parce que en soi, comme tu dis, dans le jeu, ça a pas été. Enfin, ça a été. Mais c'est mentalement où je trouve que c'est très grave ce qui s'est passé quand même. Parce que tu lâches un match comme ça. C'est une équipe jeune, hein. Ouais, bien sûr, mais justement, et t'as des mecs, je parle pas forcément des gens, mais par exemple, je pense à Dante, qui sur le match, moi quand je vois le match, je me dis, mais gros, le mec il est là, il parle pas, Tu vois, c'est ces mecs-là qui, selon moi, doivent dire, hé les gars, on prend 3-1, c'est pas fini. On y va, on continue, on était bien dans le match, on y va, ça continue de jouer. Et derrière, tu te fais enchaîner et tu te prends tarte sur tarte. Bah après, je trouve que Nice a quand même continué à jouer, même si, voilà. Ils ont pas la réussite et ils font la même première grosse occasion en deuxième mi-temps, mais en deuxième mi-temps ils sont pas non plus arrêtés de jouer en mode bon bah vas-y on donne nos fesses et puis on voit ce qui se passe. Et ils ont quand même essayé de créer quelque chose. Ouais. Il y avait rien. Moi je trouve un mauvais match du milieu de terrain niçois, donc forcément quand t'as le milieu de terrain qui souffre, t'as tout le monde qui souffre. Après c'est 6-2 quoi. Après voilà 6-2 et après moi je pense j'ai quand même envie de dire que j'ai pas envie de dire que c'est de bon augure pour Nice mentalement, mais dans le jeu quand tu vois les adversaires et que si tu te dis que Nice fait la même première mi-temps sur tout un match contre ces adversaires-là que sont la Hapoel Beersheva et le Slavia Prague, Nice a les moyens d'aller chercher. Il faut pas retenir que le négatif de ce match-là parce qu'il y a quand même il y a une première mi-temps qui est vraiment très intéressante et 15 premières minutes de deuxième mi-temps avant le troisième but qui sont vraiment très intéressantes et faut se baser là-dessus pour Nice et continuer d'avancer comme ça. Du coup dans ce groupe là le Bayern Leverkusen a pris la tête avec la Hapoel Beersheva qui a gagné 3-1 contre le Slavia Prague. A noter que d'ailleurs j'ai appris ça en regardant Téléfoot, le Slavia Prague et le Sparta Prague dont on va parler juste après n'ont pas joué depuis 3 semaines. C'était leur premier match depuis 3 semaines donc je savais pas ça mais je savais même pas que la ligue tchèque avait complètement arrêté les championnats et que du coup forcément ça paraît un petit peu compliqué. Moi j'ai vu ça notamment avec le match contre Lille, hein. Moi j'ai regardé le match contre Lille. Bon supporter lillois que je suis. C'est ça. Et c'est vrai qu'ils étaient cramés physiquement. En plus de ça, ils ont eu entre guillemets la malchance. Ils se sont retrouvés à distraire rapidement à la 15e, quelque chose comme ça si je me trompe pas. Donc les joueurs étaient siphonnés. Quand t'as des joueurs lillois qui sortaient tous de sélection ou presque et qui ont repris la Ligue 1 depuis 2 mois maintenant, enfin ils sont en pleine forme les mecs. Donc voilà, c'est compliqué quand t'as pas de rythme. Et voilà, Lille a fait un très bon match assez sérieux. C'est dommage qu'on prenne un deuxième but juste après le retour de la pause. Mais sinon, voilà, Yazice en pleine forme. J'aurais bien aimé que Jonathan David débloque son compteur. Ça aurait pu être un match, mais finalement, il a pas eu le temps. Ouais, compliqué, tu vois. Mais moi, ce que je trouve bien, un peu à l'image, entre guillemets, toute proportion gardée, pardon. Dans ce que faisait Osimhen l'an dernier à Lille, c'est que même les matchs où il marque pas, où il rate un peu devant le but, il va faire le pressing, il va se donner à 100%, il lâche pas quoi. Et c'est ça que j'adore avec Jonathan David. Et vraiment, il mérite tellement de marquer ce mec-là. Il se donne à tous les matchs, il se déchire vraiment pour l'équipe. Et voilà, il marque pas aujourd'hui, mais c'est grâce à lui qu'on gagne 4-1 parce que les défenseurs ils sont lessivés aussi, parce qu'il fait toujours un appel.
il va t'emmerder le gardien à un moment, il te récupère un ballon. Enfin voilà, à chaque fois, tu te dis, ok, les défenseurs, ils font des efforts pour aller chercher Jonathan David, et derrière, ça crée des espaces, ou même ça crée de la fatigue, et derrière, c'est plus facile pour Yazici, pour Ikoné de marquer, pour l'équipe de se procurer des situations dangereuses. Donc voilà, moi, je crois en lui, un peu à l'image de Yazici l'an dernier, quand tout le monde le dénigrait. Après, notamment un match en Ligue des Champions contre Valence où il perd un ballon de merde et derrière on se prend un but. Voilà, tout le monde le dénigrait et le match d'après il est titulaire, il te met une frappe sur la barre, tout le monde était à genoux devant lui. Là, on était au stade, voilà. on était au stade. Je te l'avais dit, Yazici il a du ballon. Ce mec-là il pue le football. Aujourd'hui, voilà, parce qu'il est peut-être pas titulaire au LOSC à tous les matchs. Triplé. Christophe Galtier l'a dit, on a des joueurs d'un niveau. C'est qui ? C'est Fonte, je crois, qui a dit ça, qui dit qu'il a jamais vu un effectif comme ça au LOSC. Très bonne chose. Et voilà, très content de cette performance-là. J'aurais aimé qu'on n'encaisse pas de but. Premier but de Mike Maignan encaissé dans le jeu cette année. Ah ouais ? À noter. Ah ouais. Premier but dans le jeu, sinon c'était que sur coup de pied arrêté. Donc incroyable. Et voilà, 3e but encaissé pour lui cette année. Impressionnant. Moi, je vais pas parler plus parce que j'ai pas vu le match, j'ai juste vu le résumé. Juste pour dire que ouais, Yazici, on en parlait déjà l'année dernière, nous, quand on était allé voir les matchs de Lille en Ligue des Champions. Je trouvais que, voilà, on en discutait, c'était quelqu'un qui était pas assez respecté, que je trouvais que voilà, le mec arrive de Turquie, il a pas du tout les bases du championnat français, il a jamais mis un pied en France, c'était une superstar en Turquie. Le Premier ministre ou le ministre des Sports avait appelé Trabzonspor pour dire non, le lâchez pas, c'est ça, et genre, je trouve ça mérité, et puis j'aime bien sa manière de jouer, c'est un 10 que j'aime beaucoup, et le voir récompensé comme ça, moi je kiffe, j'aime beaucoup ce mec-là. À noter d'ailleurs pendant le match qu'il a commencé à droite, il connaît en soutien de Jonathan David, et finalement très rapidement après le carton rouge, je crois, ils ont permuté parce qu'il n'y avait pas du tout les bons repères. Il connaît qui joue depuis l'arrivée d'Yazici d'ailleurs, et depuis l'arrivée de Renato où le LOSC s'est placé en 4-4-2 beaucoup mieux et beaucoup plus à droite qu'en soutien de l'attaquant, et Yazici qui est lui beaucoup plus pour moi un pur 10 plutôt qu'un meneur excentré ou un ailier. Donc voilà, et finalement ça, on a vu ce que ça a fait, hein. Yazici voilà, qui a fait parler sa frappe de mule. Oh la frappe! Une grosse mule juste avant la mi-temps, timing parfait, incroyable. Ah ouais, non, la mine. Moi je regardais le match du Milan AC qui a gagné d'ailleurs 3-1 dans le même groupe que le LOSC. Je suis passé à la mi-temps pour voir un peu le but de Lille. J'ai vu la frappe, ce truc c'est une mine, c'est un truc, faut pas être dessus parce que sinon tu te niques la main, comme ça, c'est impressionnant. Mais en tout cas, voilà, moi je parlerai pas du match de l'As parce que je n'ai pas vu le match. Mais très bien, seule victoire d'un club français cette semaine en Europe. Enfin. 4 buts à 1. Et quelle victoire, et avec la manière, contre un Sparta Prague qu'on l'a dit, qui n'a pas joué depuis 3 semaines. Mais bon, ça reste une victoire 4 buts à 1. C'est pas mon problème. Le LOSC qui affrontera jeudi le Celtic Glasgow. C'est à Pierre-Mauroy ou c'est... Je sais plus du tout. Je vais vous dire ça tout de suite, mais je crois que c'est à Pierre-Mauroy. Bonne question. Et c'est à Pierre-Mauroy. C'est à Pierre-Mauroy à 19h. 18h55, effectivement. Oui, c'est ça, contre le Celtic Glasgow. Petit mot un petit peu sur le Celtic Glasgow, parce que moi, du coup, j'ai regardé le match contre le Milan AC, victoire 3-1 du Milan. Qu'avec beaucoup d'absents, déjà qu'ils n'ont pas un effectif incroyable non plus, le Celtic Glasgow. Ils sont dénigrés, bien sûr, s'il y a des fans de Glasgow, du Celtic. Mais voilà, ils n'ont pas Houghton Edouard notamment, qui est leur buteur en chef, c'est si ça. je puis dire. Donc c'est compliqué. Et non, donc match du Milan, bon je vais plus parler du Celtic, mais match du Milan assez sérieux, une première mi-temps très bonne, deuxième mi-temps ils ont souffert, vraiment beaucoup. 2 buts 1, but de El Younesi, l'international norvégien, j'ai appris ça d'ailleurs qu'il était norvégien, et qui vraiment après met une pression de fou sur le Milan AC. Il y a eu du caractère dans cette équipe de Glasgow avant la rentrée de Salmakers et de Hogg, qui sont le passeur et le buteur sur le dernier but qui permet à Milan de respirer un bon coup. Mais il y a vraiment du caractère dans cette équipe de Glasgow qui en première mi-temps était totalement dépassée et qui en deuxième mi-temps a réellement su prouver qu'elle méritait aussi une place dans ce groupe là, qui avait vraiment un fond de jeu intéressant. Surtout en fait quand ils sont dans l'adversité, le Glasgow, tu gagnes 2-0, faut pas lâcher, faut aller mettre le troisième parce que s'ils reviennent à 2-1, c'est très compliqué. Le Milan est très chaud. Vraiment, ils sont à ça de prendre le nul. Donnarumma, il sort une balle à un moment. Enfin, impressionnant vers la fin de match. Très fort. Bon match aussi de Kier encore. Voilà. Mais ça va être, quand tu vois ce match-là entre le Milan et Glasgow, c'est très compliqué pour Lille. Honnêtement, compliqué. J'espère que pour Lille, ça passera.
mais va falloir proposer du très beau football parce que ça joue de l'autre côté. En tout cas, Lille est leader de son groupe avec la différence de but. Voilà. Mais quand même, tu es leader de ton groupe, tu es leader. Ça fait du bien de commencer. Tu es leader en Ligue 1, tu as gagné ton match et tu es leader en Europa League. Que demander de plus? Très bon début de saison lillois, ça m'envoie ravi. Ça fait du bien de commencer une campagne européenne par une belle victoire. On se met en confiance en plus contre le Sparta Prague. On a fait que de le dire la semaine dernière avec Charles, les déplacements dans des pays comme ça, c'est jamais évident. Ça se passe bien là, donc super. Premier test pour moi contre le Celtic la semaine prochaine. Ouais, je serai capitaine. Christophe Galtier m'a appelé hier. Et non, plus sérieusement, donc premier test contre Celtic Glasgow, voilà, comme tu l'as dit, une belle équipe contre Milan. Pareil, j'ai vu le résumé du coup, comme je regardais Lille. Et qu'est-ce qu'on est complémentaires. Exactement. Et puis voilà, et pareil, content aussi que Milan gagne contre le Celtic parce que c'est mon deuxième club de cœur. Donc voilà. Je pense qu'on fera une émission spéciale pour le Lille-Milan parce que ça risque d'être extrêmement drôle. Franchement, je pense même qu'on fera un live juste pour ce match parce que ça sera très marrant. J'aurai les deux maillots comme ça. Attention. Non, ça va être magnifique. Non, je plaisante. Mais ouais, ça va être pour moi l'occasion de pouvoir voir les deux équipes jouer au même moment. C'est ça. Et puis avoir à choisir entre qui regarder. On aurait aimé être au stade, mais bon, malheureusement, ça ne se fera pas. En tout cas, voilà, gros résumé quand même de ce qui s'est passé cette semaine en Europe. On espère que vous avez apprécié. On rappelle les matchs de cette semaine. Le PSG qui se déplacera à Istanbul, Marseille qui recevra Manchester City, Rennes qui ira à Séville, Lille contre le Celtic Glasgow et Nice. Alors attendez, parce que Nice, je ne l'ai pas. Nice qui jouera à Hapoel Beersheva. Contre l'Hapoel Beersheva à l'Alliance Riviera. C'est ça, exactement. On vous donne rendez-vous très bientôt. Ah, un petit prono, non? Un petit prono. Non, on se laisse aller, petit prono. Un petit prono. Petit prono pourquoi? C'est cadeau. Alors, pour les clubs français. Alors, dans ce cas-là, on va juste faire victoire, nulle, défaite parce que sinon c'est très long. Alors, je dirais. Rennes Séville. À Séville. Défaite. Alors, moi je vais faire moi, tu feras toi. Défaite de Rennes. Défaite de Marseille. Victoire du PSG. Victoire de Nice. Et nul de Lille. Alors, moi je vais dire. Défaite de Rennes sur un score court. Moi je précise, je suis comme ça, je suis gentil, ça donne. Pareil, qui gagne vite fait. Marseille qui perd. Marseille qui perd et je pense qu'ils vont prendre une petite. Moi. Je pense qu'ils vont en prendre une petite. 1-3, 1-3-0. Voilà, c'est cadeau. Prononcer, c'est cadeau, ça fait plaisir. Nice, j'aimerais bien Nice joie gagner dans la douleur un petit 2-1, c'est cadeau. Et Lille, parle pas avec ton Celtic, Lille Celtic. Non, c'est à Pierre-Mauroy, en pleine confiance, on va gagner. On va gagner 2-1, 2-0, je te laisse. Le prono, Brisou prono de la semaine, Jonathan David buteur. On vous fera un petit retour bien évidemment sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter qui a été lancé d'ailleurs, vous pouvez vite aller voir ça. Dans la Instagram. Exactement, un peu partout. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine. Regardez tous ces matchs là et venez nous tailler après sur nos magnifiques pronos qui seront bien évidemment tous faux. Sauf pour Lille. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est ciao. Messi, encara 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 Messi, gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero. Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Call it, take it quickly, Origi.